Alors bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai deux personnes bien particulières à vous présenter, deux histoires qui sont bien liées à vous présenter. C'est de l'extraordinaire que j'aimerais vous présenter. Donc je vous montre ce livre de Jean Béliveau, un homme qui a marché pendant 11 ans et 2 mois, qui a fait plus de millions de pas. Alors je vais vous donner les chiffres quand même, c'est important parce qu'on n'est pas prêt. 113 millions de pas, 75 000 km, 75 543 km, 54 paires de chaussures et 64 pays, donc en 11 ans et 2 mois. Donc oui, c'est un peu de la folie et j'adore ça. Donc je vais pouvoir un peu les questionner sur comment ils ont géré la magie, mais aussi le chaos, les difficultés, les challenges, comment ils ont avancé. Et donc à deux, l'un en train de marcher, l'autre en train peut-être d'attendre. Vous allez découvrir ça. À tout de suite. Et donc enchanté à tous les deux. Ben, ça fait Je plaisir. suis très très content de vous avoir Merci, David. tous les deux et hâte d'avoir plein de réponses aussi parce que j'ai plein de questions. Alors du coup, tiens, Jean, si tu peux un petit peu te présenter, qui es-tu? Qui es-tu, Jean? Bon, Jean Béliveau, le marcheur maintenant, né dans un village dans les cantons de l'Est. D'accord. De Des l'Est, montagnes. donc du quel pays? Du Québec, hein? Du Canada. Alors, c'est ça, d'une ferme laitière et de fil en aiguille, deux enfants. Et puis, entrepreneur. Et Tu puis, étais entrepreneur? oui, absolument. Et Waouh. un jour, un écœurantite aigu. Vous connaissez ce que c'est, une écœurantite aiguë? Non. C'est une maladie qu'on a ici. Un ras-le-bol, vous dites? C'est comme, Un écœurantite aigu. c'est une maladie plutôt. Non, écoutez, c'est un peu une Oui. blague. D'accord. C'est ça. Donc, et puis, suite à une crise existentielle difficile, je me suis remis en question et voilà le tour du monde après. C'était quoi les questions en fait que tu te posais? Ah, écoutez, ça a été. Écoutez, j'étais heureux. J'étais toujours un gars heureux à travailler dans ce milieu-là, les enseignes lumineuses, hein, une petite entreprise, une dizaine d'employés. Et ça allait dans des hauts et des bas, ainsi la vie. Et puis un jour, écoute, dans les 43 ans à peu près, là, je me suis senti que non, ça n'avait plus comme de valeur. J'avais plus de goût. J'avais comme plus de goût, soudain. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? On a eu au Québec une tragédie un peu qui s'appelle, on dit, une crise de pluie verglaçante en 98. On était dans le triangle noir. Plus qu'un million de personnes ont été infectées en plein mois de janvier. Et les tours électriques s'effondraient parce que le givre, la glace qui s'accumulait sur les câbles électriques, sur les arbres, sur les structures, ça cassait. Alors, tout était sombre, plus l'électricité pendant presque 3 semaines. Et puis, le temps de tout relever ça, les compagnies de l'extérieur revenaient relever ça. Et moi, ça m'a donné un coup. Il y avait une ambiance d'armée, même l'armée qui était dans les rues. Et puis... C'était un peu comme le grand chaos. ça a été comme absolument un grand chaos. Et puis, là, ça a été un élément déclencheur à ma crise existentielle. Je me dis, mon entreprise, je ne serais pas capable de la relever. Même si elle avait un petit creux à cause de ça, ce petit creux-là, c'était trop pour moi. Je n'avais pas la capacité de relever ça, cette entreprise-là. Et vous en parliez tous les deux? Moi, je voyais bien qu'il n'était pas heureux. Hein. Tu voyais que ça descendait? Ah oui, 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 absolument. D'accord. Et donc du coup, tu commences à te poser pas mal de questions sur pourquoi tu vis, c'est quoi le sens de tout ça? Oui, et puis écoute, ça a été carrément un creux de vie. Alors, on a eu des programmes du gouvernement fédéral et provincial pour relever l'entreprise, de la Caisse populaire, notre banque locale, et puis ça ne marchait pas. Et puis, je travaillais pour essayer de relever ça. Mon gérant de Caisse populaire qui me dit un jour, Jean, il dit, je vois que tu es fatigué, qu'est-ce que tu dis si on ferme l'entreprise? Je dis, Michel, merci. Ça a été une délivrance. Mais Donc, t'as en fermé même temps, l'entreprise? oui. Mais en même temps, j'étais sur la paille. J'avais plus rien. Donc, j'avais fait l'entreprise une banqueroute, un revers de fortune. Et puis, ma santé mentale et physique était atroce. Donc, des problèmes de dos, de cœur. Et puis, donc, avec cette dépression de vie-là, je pleurais quand j'allais travailler parce que j'ai trouvé un autre travail à Montréal. Nous, on était à peut-être 100 km à l'est de Montréal dans ce temps-là. Et puis, Luce, pendant ce temps-là, nous, on déménage à Montréal. Son travail vient à Montréal, ici. Tu travaillais? Oui, je travaillais. Et mon siège social a déménagé de Granby à Longueuil. Alors,
a fallu se relocaliser. D'accord. Et toi, comment tu vivais la situation? Ben, j'essayais de survivre aussi, parce que quand ton conjoint est comme dépressif un peu, ben, tu essaies de le remonter, et puis à un moment donné, tu te dis, ben, est-ce que ça va toujours durer ou est-ce que ça va se terminer? Tu fais ce que tu peux, mais tu as aussi ta job, tu as aussi Les enfants? ta vie. Mais les enfants, non, parce que ce sont pas mes enfants, hein. D'accord. Alors, son fils qui a vécu avec nous était déjà parti D'accord, donc il n'y avait plus au la cégep. difficulté des enfants. Non, on était tout seuls, tous les deux, là, mais... Ok. Oui, pour Luce, ça a été difficile. Luce, c'est une femme très forte. Et puis, j'ai commencé à marcher. Un tour de carré, puis un autre tour de carré. De Corée, la Corée. De carré. Nous, un pâté de maison. D'accord. Mais oui. Je me suis dit, il part en Corée. Oui, c'est drôle, hein? Entre nous, hein, les langages, et puis il faut, comme tu dis, un traducteur. Alors, et puis après un an, bon, j'augmentais mes marches à chaque fois. C'était plus pour te détendre. Oui, puis ça me faisait ça du bien. Ça me faisait du bien. Je pense que Et avant, tu ne marchais pas. J'avais besoin d'un psychiatre en réalité. J'avais besoin de médicaments. J'ai jamais pensé à ça. Je le vois par après. Mais en fait, c'était ma marche qui m'a guéri, c'est sûr. Donc, alors, au début, un carré, Ouais, quand puis même. 2 carrés, puis Etc. Un jour après l'autre. Et puis, donc, après un an, je marchais un bon 10 km peut-être. tous les jours. Une couple d'heures par jour. Et puis après ça, ben là, j'ai commencé à courir. Encore un carré, et puis un autre carré. Et puis, qui fait que, bon, de fil en aiguille, on est à Montréal. Hein, et puis là, il y avait. J'étais en train de faire ma course journalière. Et puis, autrement, tu sais, j'allais travailler, puis je pleurais en allant travailler. Donc, je n'avais pas le goût. Puis ça me donnait du bonheur. Et puis j'étais rendu sur le pont Jacques-Cartier, le majestueux pont Jacques-Cartier. Je dominais la ville de Montréal, les édifices, le fleuve Saint-Laurent en dessous, le trottoir. Il m'a parlé. Il m'a dit, écoute, moi je touche toutes les maisons du monde. Et viens. Je me suis dit, hey, j'ai 2 jambes, une santé physique qui va bien. Alors, combien de temps je pourrais faire? En combien de temps je pourrais aller à New York? Comme ça, à la course. Et puis, pourquoi pas le Mexique et le reste du monde. J'ai fait demi-tour immédiatement sur le pont. J'arrive à la maison, j'ouvre l'atlas, je fais différents tracés sur la carte du monde. Et puis, là, avec l'estimation des kilomètres, et puis ça m'a donné théoriquement une décennie. Et puis, je me suis dit, ça y est, là, à partir de là, ma dépression était finie. Là, j'avais un rêve, une poussière de rêve. J'avais mis une petite graine de rêve dans mon cœur. C'était une petite fleur qui était là dans mon cœur. Puis je la cajolais, je cajolais mon rêve, mais c'était trop grand. Il y a quelque chose qui me disait, mais c'est fou, il n'y a pas personne qui a fait ça. C'est si long que ça. Donc, il y avait comme une espèce de record qui était 24 000 km. Là, j'ai fait 75 500. C'est presque 2 fois le tour de la planète à pied. Alors, là, c'est ça, et il y avait un petit ange ou un petit diable qui me disait, ben oui, t'es capable. L'autre disait, t'es fou, c'est trop. Est-ce que tu avais peur de, je sais pas, de vouloir abandonner, est-ce que je vais pas en avoir marre après un an? Sur la route, non, du tout. Non. Moi, il fallait que je parte parce que je te dis, si j'aurais continué sur un autre hiver, parce que ça, l'idée m'est arrivée en novembre 99, l'hiver passait. Et puis là, je me disais, il faut que je décrète une date. C'était en 2000. Hein? Et alors, je ne pourrais pas passer à travers. Moi, je quitte sur mon... Il faut partir. Oui, je pars. Mais pourquoi autant de temps, en fait? Ah non, non, je me suis dit non, je prends la parenthèse de vie, une parenthèse de vie de 10 ans. Je ne me suis même pas préoccupé de ça. Écoute. Quand il a décidé, en novembre 99, de faire son périple, et qu'il est parti en août 2000. Alors moi, je l'ai su 3 semaines avant qu'il parte. Wow. Alors, il a tout fait ses choses en secret. Il est allé chercher ses vaccins. Il y a des anecdotes qui sont un peu drôles même là-dedans. À un moment donné, il avait un vaccin à prendre qui était... fallait qu'il le boive. Oral. Et il fallait que ça soit gardé au froid. Il fallait qu'il le prenne pour quelques jours.
Et il ne savait pas où le mettre parce que le frigo, c'est mon domaine. Alors, Ouais, pour pas que tu le vois, c'est c'est difficile. ça, c'est ça. Alors, il l'avait caché sous la boîte d'œufs. En tout cas, jamais, mais moi, je suis naïve, d'une naïveté exemplaire. J'ai jamais, jamais eu la moindre idée. Il faut déjà l'imaginer quand même. Oh, j'étais pas, ça m'a pas surpris quand il me l'a annoncé parce que il est fou comme ça. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu voulais pas lui dire avant? Ben moi, je voulais les prendre de court, ma famille, parce que je me disais, ben ceux qui nous aiment ont le temps de briser le rêve, la petite fleur que je te parle. Et un jour, quand la fleur était rendue assez forte et à moi, c'est là que je me disais, bon, là, je suis prêt à faire l'annonce. Et puis même assez de court comme ça, mauvais gars, hein? Mauvais garçon, qu'ils n'auront pas le temps de briser mon rêve. Alors, Ce que tu avais peur, c'est que ce soit encore trop petit en toi ouais. et que du coup, leurs doutes et leurs insécurités à eux C'est ça. viennent se rentrer en toi et du coup te fassent abandonner. Absolument. Est-ce que pour toi, c'est un conseil que tu aimerais te donner de dire, tant que c'est pas encore bien mature, le projet, ne pas en parler? Est-ce que c'est un conseil que tu voudrais En donner? fait, ça a été des discussions qu'on a eues, Luce et moi, souvent Après le voyage dans ou- notre, Avant. non, dans notre Ah. vie Avant, commune. longtemps avant. Que, tu sais, on se disait, écoute, tu sais, non, on a quelque chose dans notre cœur, on le dilapide pas, hein, Luce? Faut pas l'ébruiter, faut pas l'envoyer parce que Même entre vous. ben entre nous là mais ça aurait pu quand même j'aurais pu dire ben ça n'a pas de bon sens et détruire son idée là, tu sais, Donc, tu l'as bien- graduellement. Hmm. Mais l'idée là-dedans c'est que quand tu as un rêve qui est vraiment fort, tu le gardes concentré, tu Pour le qu'il s'affine. c'est ça pour qu'il devienne C'est la flamme qui grandit en fait. c'est ça, c'est ça. Mais si tu l'ouvres aux 80, il va se diluer. Super. Alors c'est vraiment aussi intéressant parce que, alors là c'est plus sur la dimension du couple, c'est que vous en aviez déjà parlé en fait de cette idée de garder pour soi Ouais. vos projets. D'accord, donc c'était assez clair comme règle du jeu. J'avais toujours 1 million de projets. Puis là, à un moment donné, elle me dit, écoute, arrête là. Donne-moi un projet. Apporte-moi un projet où quand tu vas être décidé. Alors, je l'ai pris de court aussi. Hein? Alors là pour Alors- le coup il était décidé. C'est C'est ça. ça. C'est Mais ça, quand- le jour qu'il me l'a annoncé, j'ai demandé, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais il dit, c'est ta faute. Tu m'as déjà dit que de garder mes projets pour moi tant que j'étais pas certain de le faire. Alors là, c'est certain. Et je pars telle date. Mais ça Wow. m'a- mais ça- Alors, mais comment- ça- attends, juste 2 secondes, comment tu le vis quand il te l'annonce? C'était au petit déjeuner un dimanche matin. On appelait ça nos petits déjeuners philosophiques. On prenait notre temps, prendre du café, et on discutait de choses et d'autres, mais de choses, on disait philosophiques, c'était pas fou dans le fond. C'était Oui, de c'était la un vie. peu ça, là, des choses de la vie, C'est vraiment. bien, là. super. Tous les matins, Non, pas tous les matins, seulement les week-ends. d'accord. Les matins, on était trop pressés pour aller travailler. Donc Et- là on est le matin et vous en parlez comme d'habitude. C'est ça, on est Est-ce le que tu matin. vois qu'il a l'air différent? Oui, on s'assoit et on commence à manger et je vois qu'il a l'air très nerveux. J'ai dit, t'as pas bien dormi? As-tu bien dormi? Ah oui, j'ai bien dormi. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Mais là, il devient de sérieux. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu étais stressé? Ah, j'avais pas dormi de la nuit. Parce que là, c'était le temps de faire l'annonce. C'était quoi la peur qu'il y avait? Ben, la peur, c'est que non, il a fait, oui, c'était dramatique au niveau de l'annonce pour moi, mais en même temps, il y avait peut-être pas la peur, mais écoute, il fallait que je prenne le risque. J'étais dans ma vie aurait pu tourner, elle a tourné de toute façon. Ah, mais Est-ce que tu avais peur elle aurait pu- qu'elle critique ce rêve? ben oui, Ben oui. pas critiquer d'une certaine façon, mais qu'elle dise, écoute, c'est trop pour moi, va-t'en sur ta route. J'aurais pu lui dire, ben écoute. Que la comme- relation s'arrête? Ah Oui, c'est ça. Ça, j'étais comme- consciente, ça, moi. Mais je lui ai demandé, moi, après quelques Donc, minutes attends, de réflexion, Il te l'annonce donc. il me l'annonce. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, je suis prêt, je m'en vais faire le grand tour. Qu'est-ce que ça veut dire, le grand tour? Tu sais, tu retournes... Le tour du carré ou le... Non, le tour du carré ou le tour de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'il était sérieux à ce point-là. Là. Je m'en vais faire le grand tour. Penser à un suicide. Ouais, c'est ce que on peut penser. Hein. Oui. Alors, j'ai dit à Mondou, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, là, il me dit, je veux partir faire le tour du monde à la course. Comment tu vas faire ça? Bon, il m'explique un peu, bon. Et ensuite, je disais, est-ce que c'est parce que tu veux qu'on se quitte? Il m'a dit, non, c'est pas mon but, mais la décision t'appartient. Parce qu'il dit, je pars quand même. Alors, j'ai réfléchi 2-3 minutes et j'ai dit, ben vas-y, je vais te supporter. Waouh, ça demande du courage aussi. Hein. Je me rappelle quand tu avais dit on ne sait pas, on essaie. C'est comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer. On essaie, c'est tout. On y va, on plonge. C'est super ce que vous dites parce que je pense que c'est une clé qui peut s'appliquer à plein de monde, même si ce soit un partenariat avec des amis, conjoints, par rapport à un projet. C'est-à-dire que tu t'engages pas à tenir les 10 ans, non. Mais tu t'engages, là maintenant je commence. J'essaye, j'ai envie d'essayer. Mais t'imagines, David, là je prenais un risque, qu'elle pouvait me dire va sur ta route, c'est trop pour moi. Et imagine le courage que cette fille-là, elle a eu de dire oui, on essaie. C'est un grand risque parce que tout pouvait arriver sur cette route-là. C'est clair, à plein de niveaux. Alors moi, toutes mes amies de filles, là, mes sœurs, elles m'ont toutes dit, ben t'es folle. Il est fou et toi tu es folle aussi. Non, elles m'ont dit, t'es folle. Moi, je lui aurais dit, prends ton petit baluchon et bye bye. Waouh. Et comment tu l'as pris, toi, ce qu'elle te dit là, à ce moment-là? Ben écoute, quand elle dit on y va, on se lève debout et on se fait un gros câlin ensemble. Et puis, je me rappelle, on avait le petit chien Billy, un petit chien d'à peu près une dizaine de mois, non? Puis il était là, ça ressent les émotions. Hein? Nous, on avait presque des larmes aux yeux. Et puis je me souviens, alors... mais en fait, on ne se souvient plus quand, c'est la même journée ou la journée d'après. Je me rappelle, là, c'était dans le salon, et puis elle me dit « Fais-le pour la paix ». Alors, moi, c'était pas pour une cause, j'avais pensé à ça, mais j'avais laissé ça. Je me suis dit « Je pars parce que je m'en vais. Je préférais me faire manger par les lions en Afrique que me faire manger par la société. Au moins, j'aurais vu, d'ici à là, beaucoup de choses que plein de monde n'aurait pas vues dans leur vie, et j'aurais servi de viande aux lions. Donc, voilà, t'as alimenté un lion. En fait, quand j'ai passé dans des zones où il y avait des lions... On va en parler juste après. Ah, wow! Là, je me disais, non, mangez-moi pas tout de suite, là, j'ai encore... Laissez-moi aller un petit peu, là. Ben oui, je pensais à ça. Alors, ben oui, mais écoute, quand elle a dit ça, fais-le pour la paix, ça l'a apporté une cause à la marche. Ça l'a apporté une âme à la marche. À partir de là, on est venus ensemble. On était ensemble. Alors, du coup, c'était sous quelle forme vous souteniez la paix? Ah oui, ben écoute, il y avait une coïncidence. C'est la marche de la bonne coïncidence à partir de ce moment-là. Surtout jusqu'à l'arrivée ici après 11 ans. Ça, je suis désolé de vous couper, mais je trouve vraiment c'est génial parce que c'est presque des principes de cohésion. C'est que là, il y a un but commun qui s'installe entre vous. Et je pense vraiment qu'en plus, les femmes ont un vrai pouvoir et une vraie puissance en tout cas déjà dans ce que j'observe autour de moi, et même je lis pour moi, à connecter à un pourquoi et à une cause qui va au-delà du défi et au-delà du projet. Et ça me le remontre encore. C'est une question que Luce pourrait te répondre, mais le rôle de la femme là-dedans. Oui, tu as réfléchi au rôle de la femme de façon globale? Le rôle de l'amour de la femme. À partir du moment où on s'est rencontrés, je lui ai toujours dit, on a l'homme et la femme, ce sont deux pôles différents. Ça, un positif, un négatif. Et on ne peut pas changer ça. Quelqu'un qui essaie de changer ça, il devient malade. C'est ça, c'est la base de la vie. Et c'est comme ça qu'on continue à évoluer. La femme, si on se reporte à l'âge de pierre, l'homme allait chasser, l'homme partait, la femme gardait le foyer. Alors, c'était comme ça. Et lui, il avait fait plein de recherches avant, pendant qu'il ne m'en parlait pas. Il avait eu le temps de faire plein de recherches. Sur ça, sur l'histoire? Sur les causes qui étaient en cours dans le moment. Et dans ce temps-là, c'était à l'an 2000,
il y a eu toute une, comment ils appelaient, tout le monde signait ça. C'était, comment ça s'appelait? Pétition. Alors, en 2000, tu veux dire le manifeste? Le manifeste. Le manifeste Manifeste 2000, ça avait été signé, c'est les Nations Unies qui ont commencé ça. C'était la décennie pour une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde. Cool, c'est bien. Et ça tombait comme ça parce que lui, c'était le 10 ans au début, là, c'était 10 ans, ça marche. Et ça, c'était la décennie. Mais j'ai dit, tu peux pas. Tu as fait des recherches là-dessus. Pourquoi tu joins pas ta marche à cette cause-là? Ça va te grandir. Ça va grandir même la marche. Ça. Waouh, c'est puissant. Et tu t'en penses quoi quand elle te dit ça? Ben, moi, j'étais naïf, OK? J'ai toujours été un grand naïf. De On est toute les façon, j'ai dit OK. Et puis, Tu t'es laissé habiter, mais tu quand t'es laissé... tu pars avec ça, puis là, je traversais les États-Unis quand je suis parti, le 18 août 2000, donc je traversais. Les Américains étaient fantastiques, ils me supportaient, ils me donnaient de l'argent. Viens au supermarché, tu remplis ton chariot, une tape dans le dos, vas-y pour la paix, c'est bien ce que tu fais, continue. Et puis, on a tellement de besoin de ça. Puis, donc, il me donnait des places à dormir tout le temps, la chaîne d'hospitalité. Je traverse New York, je rentre plus loin, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je suis un imposteur. La paix, j'ai pas ça dans moi. La cause, je la connais pas. Alors, on va aborder ce sujet-là parce que c'est un truc super important. Alors du coup, juste pour qu'on recoule l'histoire. Donc là, tu pars, c'est ça? Tu as la carte qui est définie. Oui, Et j'avais tu fait mon décides d'y aller. projet sur la carte du monde, la traversée des 5 grands continents. Est-ce qu'il y a du Exactement. stress au moment où tu commences à y aller? Oui, les un premiers jours. stress. Un stress au début, là, ben, veut dire, oui, l'excitation plutôt. Pas un stress, là, Il y a mais de l'excitation. l'excitation, mais il y a quand même Excité. des sensations. Je m'en vais, moi, je me libère. Hein. J'ai laissé en arrière de moi une famille. J'ai laissé mes 2 enfants, Thomas et Eric qui avait 20 ans, ma fille Wow. qui avait 18 ans. Elle était enceinte d'un petit bébé dans son ventre. Et puis, donc, 6 mois après, je suis devenu grand-père. Je laissais mon père que j'ai plus revu. Ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Mon père, on s'était promis qu'on était pour être au retour. Après une décennie, mon père a failli à sa promesse. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, j'étais en Belgique sur ma marche. Et puis, j'ai eu de la nouvelle. Luce m'a envoyé le courriel. Puis, j'ai laissé Luce en arrière de moi. J'ai laissé une femme aimante avec des larmes. Il y avait des larmes en arrière de moi. Moi, j'étais heureux. Je partais, mais eux, ils étaient tristes. Luce, donc, là, j'y repense maintenant. Ça te faisait douter ou pas? Moi, je suis parti comme un sans-cœur. Je suis parti comme un sans-cœur. Je m'en vais, je m'évade, je m'en vais. Et puis, la marche. Dans la marche, il y a eu des prises de conscience. Oui, il y a des gens qui sont là, qui m'aiment. Et puis, Luce, ma famille, puis qui me supportent. Et puis, ma mère, mon père, qui ont toujours... Et du coup, tu n'as pas eu envie d'abandonner? Ben oui, il y a eu des moments, c'est sûr. Mais il ne fallait pas que j'abandonne. C'était Pourquoi? impossible. Parce que, écoute, j'ai eu des petits goûts d'abandonner, par exemple, après quelques mois aux États-Unis. Mais ça a fini. Là. J'ai traversé. Ça a été dans l'Afrique, dans le milieu de l'Afrique, où ça a été le plus difficile. Et puis, dans l'Éthiopie, un pays qui est difficile à comprendre. C'est un pays qui n'a jamais été conquis depuis 3000 ans d'histoire. Et c'était difficile avec même les enfants qui répétaient tout ce que je faisais. Je disais, « Oh non, je fais plus ça pour les enfants. » C'était difficile. Écoutez, ça en fait drôle un peu. Mais qui fait que là, j'envoie un courriel à Luce. Je dis, Luce, je suis fatigué, je veux retourner à la maison. C'était après combien de temps? Ça, c'était à la 4e année. Alors, mais j'étais probablement saturé de choc culturel à travers Ouais, l'Afrique. c'est fou de voir autant de gens différents. Oui, c'est tout le temps, j'étais tout le temps de la en souffrance choc aussi. culturel, puis à assimiler les gens, puis à avoir encore des nouvelles nations qui étaient différentes. Et puis, donc, tu frappes le mur, comme on dit. Et puis, après une semaine de marche, je rattrape mes courriels, et puis ça dit comme ça, premièrement, tu es le bienvenu, et on t'aime, toute la famille. Mais Luce me dit, avance, parce que si tu reviens à la maison, c'est comme si tu n'aurais rien fait. Et puis c'est vrai, parce que, écoute, j'ai eu un revers de fortune, j'ai eu un échec. Je me suis sauvé de mon patelin, parce que tu n'es pas capable de vivre avec un échec, avec des gens, tes amis autour de toi. Donc, ça a été au Pérou où quelqu'un m'a dit, Jean, tu as fait un échappé. Pas au Pérou, pardon, au Chili. Toi, tu mets le doigt sur quelque chose. Mais m'échapper de quoi? Du méchant que j'avais dans moi? Les valeurs qui étaient tout croche dans moi, dans ma société,
où on me pousse à tricher et à jouer des coudes en affaires et dans la vie. Alors, non, il fallait que je refasse mes valeurs. J'ai eu cette dépression-là parce que j'avais les épaules collées au mur des valeurs de la société. Il fallait que que je fouille dans le creux de mon cœur, sortir ces vieilles valeurs-là, faire le ménage dans ma maison, dans mon cœur, dans mon âme, sortir ça. Et c'est les gens qui ont formé le marcheur sur la route, qui à grands coups d'amour et à grands coups de durs coups en même temps sur la route. Et puis la famille. Wow. Alors, tu disais tout à l'heure cette idée de paix en toi, que les gens ils te soutenaient parce qu'il y avait cette cause de la paix, mais qu'à un moment donné tu t'es dit mais pourquoi on m'aide, oui, je mérite pas ça. Je me suis senti comme un peu un imposteur. Ça a été. Puis là je voulais plus voir de monde. Je me rappelle, je descendais dans les Carolines, dans la Georgie, à l'Alabama. C'était le début du voyage. Là, je dormais dans les forêts. Je voulais plus voir personne. J'avais quelque chose à nettoyer à ce niveau-là. Donc tu dormais. Et tranquillement, ça m'est arrivé. Je me suis dit, j'ai relevé le défi. Il y a quelque chose qui m'a dit, écoute, il y a quelque chose qui veut que tu le fasses pour la paix, bien vas-y, relève le défi. Donc, je me suis senti, à un moment donné, un instrument d'un désir, parce que j'ai été reçu par 1600 familles. C'est plus que 4000 jours et nuits à vagabonder à travers le monde comme ça. Et puis, je me suis dit, écoute, c'est un désir que le monde a pour avoir un meilleur monde. Comment les gens te découvraient? Comme ça, sur la route, simplement. Tu marches 30-40 km par jour et puis là, tu demandes l'hospitalité. Tu vois qu'il y a quelque chose. Des fois, il n'y a rien. Des fois, quand il n'y a rien, tu dors sous les ponts. J'ai dormi avec des mendiants, dans des prisons, dans des stations de police, des pompiers, des églises, toutes sortes de temples dans le monde. Et puis, dans des déserts, dans toutes sortes de situations avec les rats, les cochons. Alors, c'est ça. Et puis dans des zones insalubres, dans des endroits, même dans des bordels, mais sans service, écoute. Et puis parce que ces gens-là me disaient, oui, c'est bien ce que tu fais pour la paix, on te donne une place pour dormir, c'est tout. Souvent, les gens le rencontraient sur la route, qui poussait son chariot, et ils se demandaient qu'est-ce qu'il faisait là. Alors, il envoyait la main, les truckers, parfois lui donnait de l'eau, tout ça, parce qu'il y avait une petite pancarte sur son chariot qui disait 2000-2010, tour du monde à pied. Il changeait ça, cette petite enseigne-là, parce qu'il était dans les enseignes avant. Alors, il changeait ça dans la langue du pays. Il faisait faire ça. Il trouvait quelqu'un pour le faire dans la langue du pays quand il rentrait dans un pays. C'était facile en Amérique du Sud, espagnol tout le temps. Mais les autres pays, il faisait changer. Même comme en Éthiopie, il le fait faire en Amérique. Les gens lui disaient un tour du monde à pied. Ils étaient curieux. Je connais quelqu'un qui est journaliste ou un reporter à la télévision. Alors là, ça se disait. Et alors, moi, du coup, en même temps que le voyage, tu passais à la télé des fois? C'est partout dans le monde. Et même que les ambassades du Canada étaient vraiment fiers. Donc, d'une ambassade à l'autre, ils savaient que j'arrivais. Donc, ils m'aidaient à faire. On t'aidait de plus en plus. Au niveau diplomatique, oui, aussi. Et puis, pas au niveau financier. Moi, j'étais en communication avec un agent du service extérieur canadien. Et je tenais cette personne-là au courant où il entrait, dans quel pays il entrait, pour ne pas qu'il disparaisse tout d'un coup. Alors, le consulat de ce pays-là était au courant, le consulat canadien de ce pays-là était au courant que j'entrais dans le pays. Et il était au courant quand il sortait aussi. Et l'autre pays... Et il t'aidait à te loger ou pas du tout? Non, pas à ce niveau-là, mais plutôt à promouvoir le Canada à travers la marche. C'est toujours le but des ambassades de promouvoir leur propre pays. Alors, ils me connectaient avec des organisations pour les enfants. Avec des écoles internationales pour faire des conférences. Tu as fait quelque chose avec l'UNICEF? Non, pas vraiment. C'est des grandes organisations. J'ai été honoré à Paris avec l'UNESCO, parce que c'était l'UNESCO, la décennie. Et puis, donc c'est ça, ils m'ont fait... Donc ça a été le fait qu'elle t'aide à trouver l'angle de la paix, à participer énormément sur ça a été moteur et essence à la fois. C'est pour ça qu'une cause dans la vie, il faut faire quelque chose, faire une action pour de plus grand que soi. Ça, c'est ce qui t'élève, c'est ce qui te drive, c'est qui inspire les gens autour de toi, c'est ce qui t'aide autour de toi. Parce que tous, on veut un meilleur monde. Même nos ennemis veulent un meilleur monde. J'étais dans des camps ennemis.
Puis il me disait, oui, c'est bien, fais-le pour la paix. C'est bien. Donc, il supportait la paix. Il supportait le marcheur comme ça. Donc, tu sais, il faut faire quelque chose pour une cause. C'est fantastique ce que tu peux vivre dedans, c'est ce qui t'élève. Et puis, mais en même temps, tu sais, par exemple, grâce à ça, j'ai eu la chance de rencontrer 4 prix Nobel de la paix. J'ai rencontré M. Mandela en Afrique du Sud. Ça a été encore la marge de la bonne coïncidence. Et puis, des gens ordinaires qui me donnaient un petit peu de nourriture comme ça, dans leur maison humble, que ce soit en Afrique, dans les huttes, ou en Inde, ou dans l'Amérique latine. Et du coup, c'était pas des fois dur pour ton système de dormir des fois dans des conditions acceptables et des fois horribles? Non. Et de passer de l'un à l'autre? Non. Ça a été dur au retour de dormir toujours dans un lit. Oui, absolument. Mais au tout début, non, c'était l'aventure pour moi. Là, j'aimais ça. Je dis, hey, wow! Je dis, pour la première fois en dessous d'un pont. Bravo! Wow! Et puis, dans une forêt, illicite. Je suis illégal. Je suis dans un parc. Ah, wow! Tu sais, donc, ça m'a... Et il n'y avait jamais eu des moments où tu as eu peur de mourir de la nuit, de froid ou... Bien, j'ai eu froid, oui, j'ai eu faim. Tu passes à travers des situations, justement, que ce soit dans l'Afrique ou de la chaleur, d'extrême chaleur. J'ai traversé 6 déserts. Donc, le plus aride au monde, l'Atacama au Chili, le plus chaud, en fait, le plus grand challenge était pour moi le nord de l'Australie, 3 mois à 45 degrés tout le temps. Et puis, donc, c'est une longue route, tu es seul là-dessus. Oui, il y a des véhicules de temps en temps, mais tu rentres dans une solitude, ça fait mal, le trou, et puis tranquillement, tu rentres dans ton imagination, tu rentres, tu sais, c'est comme un peu un pèlerinage, tu deviens Dieu, tu n'as pas besoin de prophète. Le bien et le mal n'existent pas. Tu es omnipotent, et puis tu continues comme ça, puis dans ta tête, tu es tellement à l'intérieur que l'extérieur est accessoire. Tu peux mourir, le corps, c'est pas grave, c'est un instrument. Et ton âme est tellement comme un peu en harmonie avec ce qu'on appelle l'univers, que il y a plein de choses qui meurent, qui vivent autour. Tu peux faire pareil, c'est pas grave. Et donc, du coup, est-ce que la douleur disparaît quand tu arrives à créer ce truc-là à l'intérieur de toi? Ben, tu es en douleur permanente, et puis, mais tu le vis, c'est tout. Et puis moi, je me disais, écoute, dans ce temps-là, c'était mon dernier grand défi. Je me disais, j'aurais jamais la chance d'avoir un défi tel dans le reste de ma vie. Alors, profite-en. Tu es dans la merde. Il y a seulement qu'une chose à faire, c'est d'avancer et t'en sortir, c'est tout. Mais avec une attitude, une bonne attitude. Et pourquoi, par exemple, après 8 ans, tu n'arrêtes pas? Parce que 8 ans, c'était déjà gros, 8 ans. C'était 11 ans. Oui, justement, mais pourquoi Parce que le tour n'était pas fait. Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu voulais arriver à pouvoir revenir? Boucler la boucle. Boucler la boucle. Oui, l'idée, l'esprit, c'était ça. À partir de la maison et revenir à la maison. Donc, tant que tu n'étais pas revenu à la maison, symboliquement, c'était pas fini. Non. Et puis, bon, c'est sûr, j'ai traversé les mers par avion ou par bateau, hein, mais la terre à pied. Et puis, bon, il y a des zones où j'ai pas marché, même la terre, pour des raisons de sécurité ou des raisons que je ne pouvais pas y aller légal, je veux dire, au niveau des zones restreintes. Hein. Une zone au Tibet, la Chine ne m'a pas donné le permis pour le Tibet, donc c'était les Olympiques dans le temps sensible. Donc, puis ça. Puis, autrement, il y a eu des privilèges. Il y a eu des pays qui m'ont donné des visas gratuits, des extensions de visas gratuits. Tu vois, quand on fait quelque chose de plus grand, pour plus grand que nous, puis on ne le comprend pas toujours, ça, mais c'est pas important de le comprendre. On rentre dedans tranquillement. C'est le prochain pas qui est important. Oui, pas après pas. Hier, dans ta conférence, hein, ouais, tu parlais d'un pas après l'autre. Et pour moi, je me raccroche beaucoup à ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand je dis le pourquoi, c'est de trouver un truc qui t'anime tellement que la motivation, elle est là, et tu te poses même plus la question, tu fais tes petits pas. Puis il faut que c'est ça. La seule chose, le seul objectif, et puis l'US a été un élément déterminant là-dedans, c'est d'arriver à la maison. C'est l'accomplissement. C'est d'arriver avec un succès en main. C'était la seule chose qui... Donc, à un moment donné, justement, dans l'Éthiopie, où tu sais, l'US me dit, continue, il faut que tu continues. Je me disais, hey, le fou, arrête pas, continue. Mais parallèlement à ça, je m'en allais vers une liberté. Puis je me suis senti, après un temps, prisonnier de ma liberté. Je ne pouvais plus m'en sortir. Il fallait que je continue dans ça. Et puis c'est tout. Là, tu ne te poses plus de questions, puis tu avances, et puis
tu vis ta vie, tu vis ton aventure, les durs moments, les exaltations, tu vis dans le chaos, hein? C'est ce qui est bien, hein? C'est humain. Alors, pour en arriver après, quand je suis arrivé à Vancouver, ça a été magique. Ça, c'était la 11e année. C'était la 11e année. Là, c'était là. Qu'est-ce que tu te disais justement 2 mois avant, par exemple? 2 mois avant d'arriver à Vancouver, aïe, aïe. Là, on était nerveux, on était en Nouvelle-Zélande. Je dis « on » parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchaient avec moi là-bas. Là. Ils ont trouvé le billet d'avion. La compagnie Air New Zealand qui m'a transporté à Vancouver. Et puis, qui t'accompagnait. Puis là, Luce, tu sais qu'elle est venue à tous les ans sur ma route. C'était notre petite lune de miel, 2-3 semaines par année. 11 lunes de miel. Donc vous voyez 3 semaines. Non, ça dépendait. 2, 3, la plus courte visite, c'était 10 jours. Ça, c'était en Équateur. Ça, c'était trop court. Et la plus longue, ça a été 5 semaines. C'était en Espagne. Ça, c'était trop long. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 semaines, lui, il avait des fourmis dans les pieds. Il fallait qu'il marche. On n'était pas dans notre élément. Hein. On était dans un pays ailleurs. Parce que pendant 3 semaines, son élément, c'est la maison. Oui, il arrêtait complètement parce que moi, je ne marchais pas. Et moi, je savais qu'en revenant à la maison, j'aurais des centaines et des centaines de mails à répondre. C'était très occupant aussi. Parce que oui, toi, tu gérais du coup en parallèle le site web. Tout le reste, en fait. Toute la logistique qui est autour C'est ça. du projet. Sauf les visas. Là, je ne pouvais pas m'occuper des visas parce que j'avais pas de contact. Là. Alors, c'est lui qui s'occupait des visas. Ah, il était très, très, très bien organisé. Avant d'entrer dans un pays, il allait chercher une dizaine de phrases importantes, là, comme manger, dans la langue du pays où il allait se rendre. Il apprenait ces phrases-là. Merci, bonjour. Toutes ces choses-là. Il y avait sa petite liste. Il y avait aussi, à un moment donné, je ne sais pas où il l'a pris, mais il y avait un petit dictionnaire d'images. Alors là, il y avait aucun mot décrit là-dessus, mais il y avait une toilette, mettons. Alors, s'il voulait en Chine, ça lui a été très utile. Là. Il montrait... Tu pouvais montrer les images. C'est ça, il montrait les images. Toilette, manger. Mais pour revenir à l'Éthiopie, quand il m'a parlé qu'il voulait lâcher, qu'il voulait revenir, je me suis dit, il ne sera pas capable de vivre un retour prématuré comme ça. Ça va être un échec cuisant. OK, sur le coup, peut-être qu'il va dire « Ah, je suis content de revenir et tout ça », mais il ne sera pas capable de vivre ça. Il faut qu'il continue, il faut qu'il termine. Sans ça, ça va être un échec qu'il ne sera pas capable d'absorber. C'est incroyable à quel point, finalement, tu le connais bien. Ah oui, oui. Puis là, je me disais aussi, elle dit, on ne sera pas capable de vivre ça. Ouais. Donc tout le long, tous les deux, le couple n'aurait pas été capable de vivre ça. Moi, j'aurais pas été prête à recommencer la dépression là, de l'échec avant qu'il parte, comme il y a eu avant qu'il parte. Et donc, vous échangiez des mails, des courriels. Quand on pouvait. J'ai tout gardé. Tout. Ben, Internet, c'était nouveau. Là. Écoute, oui, c'était nouveau. En 2000. Donc, tous les combien de temps, à peu près? Donc, quand on pouvait. Moi, dans les bibliothèques aux États-Unis, dans les Internet cafés, des fois... Tu recevais un courriel tous les combien de temps? C'était très, très différent. Parfois, il était arrêté quelques jours. Alors, j'en recevais 3-4 par jour. Mais d'autres fois, ça pouvait aller, je dirais... Le plus long, quelque chose comme 20 jours. Ça, c'était un peu long, là. À ce moment-là, je commençais à m'inquiéter. Mais l'inquiétude... Donc toi aussi, du coup, ça t'a fait beaucoup travailler tes émotions. Ah oui. L'inquiétude, à un moment donné, j'avais peur. Je pensais... Peur par rapport à sa sécurité? Oui, effectivement. Et d'après moi, à mon avis, la meilleure façon d'assurer sa sécurité, c'était qu'il soit médiatisé. S'il était médiatisé comme un marcheur qui marchait pour la paix... C'est stratégique, quand même. Hein? Ah oui, bien c'est sûr. Il marchait pour la paix, alors les gens n'allaient pas l'attaquer. C'est assez drôle parce que tu sais que, je ne sais pas si tu dois le savoir, mais j'aime beaucoup cette idée qu'ils disent dans l'histoire, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi derrière? Parce que souvent le médiatisé, c'est l'homme, souvent. Oui, c'est ça. Quand ils disent derrière, c'est dans le sens, pas dans le côté, sur le côté, sur la scène.
Et tu le valides encore parce que Ouais. je pense, inspirant pour plein de femmes, et même plein d'hommes. Hein. Il y a plein de femmes, c'est pas juste tu le soutiens comme ça, c'est bien, vas-y, tu t'impliques. Ah, j'ai Et- voyagé aussi, hein. Je l'ai fait le voyage avec lui. Lui, il marchait avec ses pieds, moi, je marchais avec les doigts sur le clavier de l'ordinateur. Mais j'ai vu les pays qu'il a vus. Je l'ai vu avec ses yeux. Ses emails, là, Prenez des photos. Ah oui, ben au début, écoute, je suis parti avec 4 000 $. J'avais pas d'argent. J'avais ramassé un petit 4 000 $, puis j'avais des comptes à recevoir encore. J'avais même 2 000 $, peut-être. Puis là, ça l'a Et toi, collecté. oui, il Elle a fallait que collecté derrière, ça de peine et de assures misère de mes les- comptes, de mes ventes. Et puis elle a. Mais, tu sais, là, je suis parti avec ça. J'avais pas d'argent. Donc, tu sais, il pas de fallait que je parte. caméra. Donc, je partais avec, justement, une caméra jetable. Puis je prenais des photos au compte-gouttes. Chaque dollar, c'était des kilomètres. Là, tu te rationnes, tu vis avec ça. Il n'y avait pas le numérique en plus à l'époque. Ben non. Puis, Oui, il ça- l'avait, mais c'était très, très Ah, mais cher. ça a commencé C'est un petit 500 peu plus tard. pour une... Et grâce à la Ouais. médiatisation, est-ce qu'on vous a donné du matériel, Très peu. Pas beaucoup. C'est plutôt des gens sur la route. Des mécènes. C'est marrant, Des ça. gens qui... Et il n'y a pas Ouais. aucun sponsor qui ont... Non, non. C'était trop long. Les sponsors, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite. Avoir un rendement tout de suite. Tu sais, Et c'est pourtant- court, c'est trop long. Et puis il n'y a pas à dire, c'est la plus longue marche autour du monde, sans retour à Et la maison. pourtant, on en a fait. J'ai écrit des mails à des compagnies, C'est fou parce que Nike, pour toutes les compagnies de Bah, chaussures. pour Nike, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est Ouais. ça qu'il dit, c'est C'est bizarre. un... Société à très court terme. Hein. C'est ça. Toi, C'est ils ça. veulent de rendement tout de suite. Il y a des compagnies qui m'ont donné des chaussures, mais c'est comme si, pour Ah, parce eux, que c'était c'est- pas... tu sais, il y a des gens qui m'ont donné des chaussures comme Là, ça. une société qui peut-être l'aurait fait, si elle existait dans le passé, c'est peut-être GoPro. Aujourd'hui, les caméras D'accord, GoPro. ouais. Ah. Peut-être que eux, vu qu'ils sont très voyage. Encore, c'est du long terme. Tu sais, c'est trop long. Le rendement est long. Oui, peut-être qu'ils veulent des reportages sur la route de temps en temps, mais... Mais c'était pas crédible non plus au début. Il a essayé d'avoir son petit chariot qui poussait, de l'avoir comme une promotion, mais les ça n'a gens pas disaient, marché. Non, la compagnie a dit non, non. C'était- Ils ont dit, c'est fait pour les bébés. Alors, j'achète le chariot. Et puis, donc, 300-400 $, ça a pris beaucoup d'économies, hein. Une petite tente. Puis le reste, là, j'avais plus d'argent. Là. Je mets le couteau, fourchette, les choses de la maison. Je n'avais pas été dans les centres de plein air pour acheter le petit gadget par-ci, le petit poêle par-là, le petit, tu sais, toutes ces petites choses. Non, je suis parti avec... Je n'étais pas préparé. J'ai acheté ça 2 jours avant de partir. Je n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé. Donc il n'y a pas besoin Mais d'être j'étais décidé. décidé mais pas préparé. Il n'y a pas Ouais. besoin d'être forcément préparé. Il y a À des gens qui sont tellement préparés et qui sont pas partent pas. décidés. Ça, notez-le bien. Hein. Pas besoin d'avoir tout préparé le projet pour partir. Pour partir créer votre projet. Non, c'est super, c'est un bon truc parce qu'effectivement, beaucoup de gens Puis pas attendent d'argent. que tout soit prêt et en fait, ils sont jamais tout prêts. Mais Non, aussi, le projet tombe. Oui, donc, c'est ça. donc, mes sponsors, c'était, oui, 1 million de mécènes. Hein. Je me rappelle, j'étais au Pérou, un petit enfant qui s'est dit « Seigneur, Seigneur », il est en arrière de moi, il s'approche comme ça avec ses mains jointes, il me donne 3 petites patates, des petites patates chaudes de la ça, saison, c'est de les la plus beaux cueillette. dons de ta vie, ça. Hey, c'était presque plus grand que le billet d'avion que j'ai eu du Brésil à l'Afrique du Sud. Tu comprends? La symbolique. Parce que Et, toi, un enfant en plus, qu'elle a toute et la... Je parle pas de Luce, là. Luce qui a fourni pour son marcheur sur la route. Donc, il dit que ça a coûté 4-5 000 $ par année. Mais en fait, donc, avec le support, oui, de l'argent et puis des émotions, la stabilité émotive, moi je l'avais, j'avais ça, j'étais en lien, notre cœur était ensemble, notre cœur battait ensemble, on était loin, on se sentait comme ça. Est-ce que parfois tu as voulu le quitter? Non, j'avais pas le temps de penser à ça. T'étais bien Non, occupé dans ce sérieusement, projet. c'était mon voyage aussi, c'était mon trip aussi. Cool, c'est impressionnant. J'étais tellement embarquée là-dedans. Je faisais des newsletters au début, à toutes les semaines. En fait, c'est toi qui es devenue entrepreneuse dans l'histoire. Exactement, exactement. Parce que c'est impressionnant, là, je vois vraiment de l'entrepreneuriat quand je t'écoute. Toi, tu es l'artiste, en fait. Ah, ben oui, c'est en plein C'est ça. C'est comme on avait été invité à Thierry Ardisson, Ouais, à Luce. En France. Puis il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ah ben là, il y avait... c'est ça.
Moi, j'étais Houston, puis lui, c'est la Exactement. Lune. C'est la Lune. T'es parti là-haut. Et dans l'autre sens, parce que est-ce que des fois il y a eu des tentations, ne serait-ce qu'avec d'autres femmes? Ben oui. Surtout, en fait, c'était pas pour ça, mais donc je suis parti le naïf qui s'en va explorer. Et puis, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, il y a des dames qui me recevaient, puis waouh, tu sais, Ça les faisait c'était rêver? charmant. Et puis, mais rien qui s'est passé. Après ça, mais vraiment, l'approche la plus proche à ce niveau-là, c'était quand j'ai traversé la frontière du Mexique. De l'autre côté, les gens, les Américains ou Mexicains m'ont donné une place pour que je puisse m'adapter un peu. Donc, c'était une dame qui me reçoit de l'autre côté. Elle vient me chercher à la frontière. On marche un 200 km jusqu'à chez elle. Une jolie maison. Et puis, avec sa sœur, elle venait avec des cahiers d'école pour que je puisse apprendre l'espagnol un petit peu. J'étais dans une romance. Et un jour, mon cœur a parlé. Je lui ai dit, je vous aime. Un beau matin. Mais elle me regarde comme ça. Mais vous avez une femme, vous? Ah, là, ça a été la honte. J'ai courbé comme ça. Je me suis dit, hey, reste sur ta route. Tu vois ce qui aurait pu arriver par chance. C'était une bonne dame. Et puis, tout pourrait arriver dans cette marche-là. On parle de ça, on parle du trafic, on parle de la nourriture, les poisons que j'aurais pu avaler au niveau de la santé, l'eau. On parle des animaux sauvages, on parle de tout ça, de l'humain, du banditisme, des zones de banditisme. Tout pourrait arriver. Tout, ouais. C'est vulnérable. Ça a été Mais surtout quelqu'un que qui me dit, Jean, il dit, tu te mets dans une position vulnérable pour montrer ta vraie force. Là, c'est clair que c'est de la vulnérabilité à 100%. Parce qu'effectivement, dans ces moments-là, en plus, il y avait plein de moments où tu pouvais être fragile, et ne serait-ce qu'émotionnellement, à plein de tentations. Ben oui, écoute, à ce niveau-là, ben, tu sais, après ça, ça a été fini, là. C'était fini. Moi, je me suis remis sur ma track, comme on dit. Est-ce que ça t'a aidé finalement, cette expérience? Ben oui. À être encore C'est plus comme ça. encore C'est plus. comme ça qu'on va. C'est en explorant des choses comme ça. C'est sûr qu'il faut prendre des risques. Pourquoi les gens vont risquer de monter des montagnes? J'étais près de la Concagua, en Argentine, puis je descends, puis je vois le cimetière des andinistes. On dit c'est pas des alpinistes, c'est des andinistes qui vont monter la plus haute montagne des Amériques, puis ils vont mourir. Pourquoi? On a besoin de challenge, on a besoin de prouver que wow, j'ai passé près de la mort, je suis en vie. Wow, le sens de la vie. Et non, il faut la réveiller, la vie. C'est comme ça. Puis c'est ce qui apporte les valeurs, c'est ce qui apporte la réflexion sur... on est toujours en crise existentielle en permanence, hein, sur les 3 points. D'où je viens dans ma vie, où je suis, où je vais, en tant qu'humanité. Non? C'est permanent. Ouais, c'est pour ça qu'on a des religions. C'est pour ça qu'on a des spiritualités. Alors oui, d'ailleurs, tout à l'heure, et du coup, j'ai pas fini, tu parlais de la paix, que tu ne voyais pas forcément en toi. Comment tu as fait pour arriver à trouver la paix en toi On la trouve jamais. C'est tout le temps à chercher, et puis c'est la beauté de la chose. C'est marrant, du coup, la conférence hier, elle était assez en lien avec... Parce elle était différente pour moi des autres conférences, alors peut-être D'accord, que D'accord, OK. ça a influencé. Et justement, je disais à Julie, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissaient de France qui ont apparemment dit à Julie, tiens, David, il a été moins dans la performance, moins dans la puissance que d'habitude. Et c'est vrai que je lui disais, effectivement, je sens que j'ai eu moins de puissance hier que d'habitude. Et par contre, je pense que mon discours était plus sage, peut-être plus profond. Donc c'est assez drôle parce que je vois beaucoup de choses que j'ai dites hier, mais alors sans savoir pourquoi je les ai dit, hein, en lien avec l'interview avec toi. Donc c'est assez. C'est essentiel, c'est tout. Tu sais, quand on rentre dans l'essence, dans l'existentiel de l'homme, dans son creux, ben, c'est toute la même chose. On est tout pareil. Tu sens quand même qu'il y avait de plus en plus de paix en toi? C'est quelque chose on dit, bon, écoute, je trouve ça bien parce que l'UNESCO dit, bon, c'est une culture, hein, la culture de la paix et la non-violence. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille toujours. Oui, on a de la sensibilité là-dessus, mais c'est vaste, l'histoire de la paix. La paix, c'est l'équilibre. La paix, c'est neutre, hein. Donc, la paix, on est sur un chemin et puis on ne peut pas y aller. On s'en va à gauche et à droite. On ne peut pas toujours aller sur la corde. Et c'est impossible. Puis donc, on traverse la paix de temps en temps. On la sent.
On traverse la ligne et on s'en va à gauche un petit peu. Puis des fois, on Là, s'en donc, va, en fait, des fois, on s'en va un petit peu loin, 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 loin. On devient extrémiste. Tu sais, puis on dit, hey, là, la paix. Tu sais, puis on commence à se battre parce que l'autre était rendu sur l'autre extrémité. Mais en tout cas, de toute façon, mais là, on revient tranquillement. On vit des expériences à travers ce chemin-là qui sillonne autour de la paix, l'équilibre. La paix, c'est impossible. L'équilibre, on ne l'aura jamais. C'est le zen, c'est la mort. Probablement. L'homme n'est pas fini, hein? L'homme est... J'ai entendu ça. Exactement. L'homme n'est pas fini, alors c'est toujours un... Alors, du coup, j'ai une question, mais je pense que je pense que c'est une question qu'on te pose souvent, mais et en même temps, elle ne doit pas être simple. Parce que j'allais te dire quels ont été des grands moments. Mais alors, je sais très bien que rien que nous, déjà, en 33 jours, c'est pas facile de choisir des moments. Alors, j'imagine qu'en 11 ans, c'est pas simple de partager des moments. Est-ce que comme ça, aujourd'hui, là, spontanément, il y a des moments que tu aimerais partager, qui t'ont marqué, qui peuvent inspirer les autres aussi. Pour moi, ça a été un honneur de rentrer dans le cœur de ces 1600 familles-là. Il n'y a pas de roi, de président, ou de premier ministre ou d'empereur qui peuvent se vanter d'avoir rentré dans le cœur de ces gens-là. Et je regarde toujours les familles humbles qui m'ont reçu comme un dieu. Et ils ont partagé le peu de nourriture. Et il faut apprendre aussi. Puis eux, il paraîtrait qu'ils apprennent aussi. Tu vois des sourires autour. Alors justement, s'approcher de l'humain. S'approcher de l'humain, de ne pas être gêné. J'étais en Europe, après l'Afrique, où on dit des bonjours toujours. Je rentre dans l'Europe, un peu comme nos pays. Hein? On est des Occidentaux. Hey, mais sais-tu, là-bas, il ne faut pas dire bonjour à un étranger. En Europe? Ben non, jamais. Hey, on ne dit pas bonjour. Monsieur, on ne dit pas bonjour à un étranger. Vous êtes qui, vous? C'est bonjour, bonjour. Là, j'ai arrêté de dire bonjour. Trop de bonjour. En tout cas, on le dit beaucoup moins. Oui, Ça. on devient plus individualiste et on a peur de l'étranger. Un jour, du bonjour à des enfants. J'étais en Australie et puis parce que j'étais habitué de dire des bonjours partout dans le monde entier. La petite fille, elle me dit, Monsieur, on ne dit pas bonjour à des enfants, vous êtes pervers, vous. Waouh, les parents, ils doivent avoir Tu vois, on est rendu que là, aussitôt qu'il y a quelqu'un dit bonjour à un enfant, ça peut être un dangereux. Il peut être... Alors, je sais, wow, ce monde-là, ils sont rendus, ils ont des pensées tout croche. Et alors, ça, tu sais, il manque de pureté. C'est pour ça que je me dis, allez apprendre, sortez de votre zone de confort. Peut-être que votre zone de confort est rendue une zone de lâcheté. Posez-vous la question. Allez-y, allez vous rencontrer à travers les peuples. Allez-y, ils vont vous enseigner la simplicité, le minimalisme, quelque chose de beau, l'amour et puis le partage entre nous. Et du coup, là, en revenant au Canada, qui est toujours un pays occidental, après toutes ces cultures différentes, de la plus simple, la plus complexe, de la plus dissociée de l'argent, la plus associée à l'argent, le plus dissocié au pouvoir, associé au pouvoir, donc tu as vécu quand même des extrêmes. Comment c'est aujourd'hui en fait après? Le retour, quand je suis arrivé fait? à Vancouver, ça a été en 2011, hein, en février, non? Janvier-février. Et puis là, c'était là. Là, ça a été, j'arrive à l'aéroport, le band de musique carnaval qui était là pour me souhaiter la bienvenue. Il y avait les caméras qui mitraillaient autour, les journalistes de partout dans le monde. Il y avait des enfants qui étaient là pour souhaiter la bienvenue. C'était magique. Et puis après ça, là, je retourne à Montréal. Là, ça a pris 8 mois, de Vancouver à Montréal. Je traverse les Rocheuses. Donc là, les gens marchaient avec toi? Non, écoute, ça faisait la chaîne d'hospitalité. Oui, un petit peu dans les villes, parce que dans les grandes villes, je rencontrais les maires des villes. Puis il y avait des activités, absolument. Mais entre les grandes villes, je marchais seul. Et puis, tu sais, les gens me disaient, tu vas voir les montagnes rocheuses, c'est beau. Et puis, je passe là-dedans, c'était la neige, c'était, comme on dit, nous, la slush. Là, donc, la neige, les camions, les charrues qui passaient, puis le froid. Puis là, je me dis, ça y est, bienvenue au Canada. C'est pour ça que t'es fait. Alors, je traverse. Les gens me disaient, tu vas voir, c'est long, hein, les prairies, c'est long le Canada. Non, c'est pas long. Je suis rendu dans ma cour. Est-ce qu'il y avait de la patience pour toi et pour toi à finir ça les derniers temps? Est-ce que tu comptais les mois à la fin, les jours? Pas les mois, là, parce que ça a pris juste 8 mois, c'était rien.
Mais Ça fait relativiser parce que moi, par exemple, on a fait 3 semaines sans se voir et après à la fin, j'ai fait 10 jours de méditation dans le silence. Ça m'a paru long. Surtout quand tu parles pas. Surtout en dernier, non? L'éternité, c'est long, surtout en dernier. Ah ouais, ça m'a paru vraiment très long et c'est vrai que j'avais tendance à compter les derniers jours, etc. Et surtout, effectivement, seul dans mes pensées, etc. Mais alors je me dis, 8 mois, ça a fait relativiser le... Mhm. Je savais que j'étais pour arriver le 16 octobre 2011 depuis même 1 an ou 2. C'est fou parce que là, j'étais dans le décompte, hein? Parce qu'il fallait que je parte en hiver pour arriver en automne, ici à Montréal. Alors, pour pas arriver dans le temps des fêtes de Noël ou l'hiver ou quoi. Alors, c'est ça. Donc, je traverse le Canada, j'arrive à Toronto, je continue justement à Ottawa, la capitale nationale. Les gens d'Ottawa qui me remettent aux francophones de l'autre côté de la rivière. En fait, on passe sur le pont Alexandra et puis le maire de Gatineau, l'autre côté, qui me reçoit. J'entends parler en français du Québec. Là, c'était drôle. Hey, t'as fait une grande marche à Villaz Carla, tu sais, comme en français du Québec. Là. Les gens, ils te voient comme un héros. Là, c'était en fait. chaud, là. C'était chaud. Hey, peux-tu imaginer comment le gars était fier et la fille? et j'étais pas là. Ben oui, en fait, d'apporter la plus longue marche autour du monde chez eux, chez nous. Et puis, donc, on a traversé en 9 jours de Gatineau jusqu'à Montréal. Et avec mon fils, il est venu. Il y a des gens qui sont venus d'Afrique du Sud. Mon ami qui m'a fait présenter à M. Mandela est venu faire une surprise. Il m'a fait une surprise. Il était là, Elmar. Et puis, des gens de la Norvège, des Français, Allemands. Il y a des gens d'Argentine qui sont venus, de l'Ouest canadien. Là, ça s'agglomérait tranquillement. Et puis, j'ai rencontré pour la 2e fois ma première petite fille. Je suis devenu grand-père, rappelle-toi. Elle avait quel âge? Elle avait... Laurie, elle avait 11 ans quand je suis arrivé. Ah oui. Puis, je suis devenu grand-père d'une seconde petite fille que je venais juste de rencontrer 2 ans avant de traverser le pont de l'île de Montréal. 2 jours avant de traverser le pont de l'île de Montréal. Elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans, Amira. Donc, on s'était rencontrés. Tous les deux, en fait, il y avait un grand-père virtuel sur Internet. Mais c'était quoi? Tu sais, il était même gêné de me parler. Il manquait des sens. Tu sais, elle n'a pas grandi avec nous. Tu sais, une petite enfant qui respire son grand-père, ses grands-parents, ou tu sais, qui touche. C'est pas pareil comme un écran. Donc, on est toujours en face d'un écran. On a besoin de nos 5 sens. Alors, là, on s'est apprivoisé tranquillement. Je me rappelle, elle disait quand on marchait, les derniers 19 km étaient là. Elle dit, là, on est en train de faire un tour du monde à pied. Tu sais. Mais de l'autre côté du pont La Chapelle, Luce était là. Encore la forêt de caméras, de médias et puis de partout dans le monde. Et puis, il y avait ma mère qui était là, qui était fière. Hein. Mon père n'était pas là. Et puis, donc, il était décédé. Hein. On traverse la ville de Montréal, je regardais partout, j'étais comme un étranger dans tout ça. J'avais tout effacé, moi, mes repères. Parce que c'était tellement captivant de ces 11 ans-là que j'avais effacé des choses, des repères physiques dans mon propre pays, et même émotifs. Et puis, donc, là, on arrive au centre-ville, je veux dire à la place Jacques-Cartier, en Luce. C'était magique. Hein? Il y avait... des politiciens qui étaient autour. J'ai reçu des honneurs de médailles de l'Assemblée nationale ou des plaques du gouvernement du Canada, des choses comme ça. Il y a eu un chanteur qui a chanté la fameuse chanson de Félix Leclerc, « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». C'est très à propos. C'est ce qui nous a touchés le plus, nous, les petits-enfants de ma mère. Est-ce qu'il y avait des peurs de... Est-ce qu'on va réussir à revivre ensemble après cette distance? Il n'y avait pas des peurs, mais ça a été dur. Après, quand on a fini la célébration, Luce et moi, on s'en va à la maison. 1,5 km encore à faire, sans témoins. Hein. Donc, on marche main dans la main jusqu'à C'est bien, la maison. médias vous laissaient quand même tranquille. Après, oui. C'est bien, là, parce que ça aurait été... Ben oui, là, on était tout seul après tout ça, là, le brouhaha, et puis on s'en va à la maison. Elle me donne la clé que je lui avais remis 11 ans auparavant. Elle m'avait remis la clé de la liberté. La liberté, ça n'a pas de clé. Alors, elle me dit « Ouvre ». J'ouvre la porte et puis elle avait tout fait repeindre la maison, l'appart, en belle couleur pastel. Puis on se donne un beau câlin. Puis on se dit « Regarde dans les yeux, mission accomplie, hein, Luce? »
Puis il y avait le petit chien qui était là. Il était plus petit. Lui, il était un petit mâle, puis il était là. C'était plus pareil. Parce que quand il est parti, le petit chien avait pas tout à fait Sept non. mois. Ah oui. C'était un petit caniche. Et quand il est revenu, ben, il y avait C'était un petit 11 mâle. ans. C'était un petit mâle. Là. 11 ans il y avait- et un homme que j'embrasse, il n'était pas d'accord. Ça a été mon petit compagnon pendant 11 ans. Et puis, Wow. mais franchement, nous, on s'était fait depuis 5 ou 6 ans avant, quand Luce venait sur ma marche, on se voyait, tu sais, comment on va être après. On se faisait toutes sortes de rêves de vie commune. Ça vous aidait à tenir quelque Mais part? franchement, ça n'a pas été ça. Il n'y avait Ah, plus non. de romance. Ça a été complètement différent. En Australie, j'ai rencontré des docteurs avant. Ils m'ont dit, ton épouse ne sera plus pareille. C'est fini. Toi non plus. C'est fini. Tu as une envergure différente, elle a une envergure différente. Et puis, donc, ça va être difficile. Laissez passer le temps. Tu vas vivre encore des creux existentiels. Je me dis, ah non, pas encore une dépression. Après 11 ans? Tu sais, oui, ça a été difficile. Moi, ça a été atroce. Luce, imagine aussi. Tu sais, je le dis de façon égocentrique, mais elle, c'est le ricochet hein, Je peux là-dedans. le dire de façon égocentrique, sans ricocher non plus. Ça a été atroce. Ah ouais. Ah oui, c'était Ah, qu'est-ce très, qui très, était très dur? difficile. Qu'est-ce qui a été dur? L'adaptation, moi, j'ai pas bougé, hein, à part aller le voir une fois par année. Oui, toi, c'était comme des vacances. C'était des vacances, effectivement, mais moi, j'étais stationnaire. Lui, il arrivait, puis bon, oh, mais dans ma marche, c'était pas comme ça. Ouais, mais dans ma marche, c'était pas comme ça. Ben là, reviens-en de ta marche. Elle est finie, ta marche, maintenant, tu vas vivre ordinaire. Non, je veux pas vivre ordinaire. Et non, il voulait vivre. C'était difficile pour lui de coucher dans un lit. Pourtant, dans ton voyage, tu dormais dans des lits des fois. Oui, Des mais fois, toujours. oui. Mais Tous c'est les tout, ça soirs, dans le changeait même toujours. lit. Ah oui, la répétition. Là, j'en C'est ça. rentrais dans une routine et puis En fait, finalement, ton inconfort était devenu le confort, en fait. C'est ça. c'est là C'est qu'il m'est arrivé, ça dit quelque chose, Paulo Coelho, hein? Ouais. Il dit que si vous trouvez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Donc, en fait, non, ça a été très difficile. Et puis là-dedans, tu sais, j'avais des demandes de conférences, des interviews qui me bombardaient de tous côtés. Sollicité encore plus. Bon, les livres, les éditeurs pour les livres qui nous... Le livre, tu l'as écrit pendant le voyage ou C'est après? après, basé sur mes journaux personnels. Et puis, Tu écrivais beaucoup? oui, c'était mon souffre-douleur, c'était mon confident, mon journal personnel. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a des choses atroces, il y a des conneries, il y a des choses poétiques, des choses grandioses. Alors, c'est là-dessus que Tu peux en partager une dans un sens et dans l'autre? Est-ce que tu peux partager un truc grandiose et un truc non éthique Ben oui, aujourd'hui? c'est le chaos. Donc, Est-ce que tu as un exemple à là-dedans. donner pour qu'on puisse imaginer? Ben écoute, par exemple, j'étais dans le désert au Pérou, une zone désertique au Pérou, et puis j'arrive près de la mer comme ça, et puis je me suis mis simplement à pleurer. Je voulais tellement partager cette beauté de cet univers, la mer bleue, le sable beige, à ma famille, et puis ça a coulé, la gorge m'a serré. Puis ça sortit comme ça, puis j'avais l'air fou. La barbe longue, les cheveux longs, tout sale, et puis... Mais c'était tellement joli. Puis, donc, ça, c'était une exaltation. Bon, les chocs culturels, ça a été une autre chose. Dur à passer en travers. Mais pourquoi ils sont comme ça? Ça ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est tough. C'est difficile à appréhender des choses comme ça. Justement, comment ils pensent, ces gens-là. Puis, donc, c'est ça. Ça a été... oui, puis les difficultés physiques, les montagnes à pousser ce chariot-là, oui. Les maux de pied, les ampoules, la nourriture. Il était lourd le chariot et quel poids? J'avais à peu près 45 kilos, mais dans les zones désertiques, il fallait que j'apporte beaucoup. Ça montait jusqu'à 100 kilos. Mais c'est des grosses roues? Comment tu pouvais? C'est comme un petit chariot à 3 roues pour les enfants. Là, ouais. Tu l'as pas changé dès 11 ans? Ah oui, 3. 3 fois changé? Ouais. Parce que les roues, elles devaient s'user. Ah oui, les pneus. Ah, les pneus, ben, je changeais les pneus souvent. Ben oui, des épines dans les zones Et désertiques. souvent, quand j'allais le voir, moi, le premier chariot, il l'a acheté. Mais les deux autres lui ont été fournis par une compagnie canadienne de l'Alberta.
Alors, le premier, il avait été envoyé à travers les services extérieurs canadiens au Brésil. Alors, il l'a eu pour commencer l'Afrique. Et on les a, les trois, hein. Les ont été renvoyés chez nous. Et le deuxième, il l'a eu en Allemagne. Et souvent, quand j'allais le voir, il y avait besoin de pièces, les axes, des pièces pour son chariot. Alors, j'écrivais un email à la compagnie d'Alberta et... tu voulais pas le changer, en avoir un neuf, tu voulais garder le... Mais c'est parce qu'il modifiait un peu aussi, Ah oui, là, parce que c'était un siège de bébé, alors il enlevait... pas un siège. Pas un siège, un chariot de bébé. Ouais. Un carrosse, comme on appelle. Ouais. Et une poussette. Sportive, là, c'est comme pour les sports. Ah oui, pour tu sais, tu cours. des Là, c'est grosses pour ceux, Ouais, ceux, c'est ceux des qui grosses courent. roues. Ceux qui courent, les athlètes qui ont des enfants. Là, donc c'est assez fort. Et pourquoi tu préférais ça plutôt qu'un sac à dos? Non, c'était facile. Non, un sac à dos, j'aurais pas pu apporter autant d'équipement. Puis c'est pesant, donc ton énergie, tu as besoin de ton énergie. Et puis ça, c'était facile. Tu pouvais pousser ça avec un doigt sur le plat. Oui, dans les montées difficiles ou des descentes. Mais je pouvais le laisser facilement, aller manger, reprendre mes choses. Tous mes bagages étaient dedans. Ça rentrait dans les maisons, ça rentrait facilement. Tu n'as jamais eu de vol? Non, presque rien. Presque rien. Un appareil photo au Maroc ou un ou deux couteaux suisses. Hein? Des petits couteaux au canif suisses. Sur 11 ans, ça va. Donc, c'est presque rien. C'est pas grand-chose. Non, oui, j'ai perdu de l'argent. Moi, c'était ma faute. J'ai oublié mon portefeuille dans une salle de bain aux États-Unis. Bon, 400 qui a disparu. Je me suis rappelé, je suis revenu. Il y avait seulement mon passeport dedans. C'est de la négligence. Ouais. Comme la caméra, il l'a laissé sur le 11 ans, dessus. ça arrive à tout le monde. Ah ben oui. Mais en fait, c'est carrément de la négligence à chaque fois. C'était ma faute. Puis Dieu sait que j'ai rencontré des bandits, des tueurs, toutes sortes de monde. Et puis non, ils m'ont aidé même. Est-ce que ça t'a aidé à développer de la tolérance? Ben oui, sur le champ, t'as pas le choix. Tu rentres dans des maisons, dans des gens qui ont un certain fanatisme religieux, puis qui veulent te convertir dans toutes les religions. Hein. Et puis ça, c'est difficile. Ça a été peut-être la chose la plus difficile. La Moi, conversion? je me considère comme un libre penseur. Hein. Alors, non, ils rentrent dans ton cœur, puis non, c'est pas comme ça. T'es dans eux, dans leur maison, tu peux pas rien dire. Puis tu t'exprimes, tu sais, mais t'es tout le temps dans l'erreur pour eux. Alors, ils te rentrent la main dans le cœur, ils l'écrabouillent ton cœur, et puis pour changer, pour te remettre comme à leur diapason. Et ça prend des jours, 2, 3, 4 jours à me guérir de ce traumatisme-là. Est-ce que des fois, il y a eu des pressions, des menaces? Ben, c'est des pressions, psychologique. Hein? En fait, c'est de l'intimidation. Tu vas en enfer. C'est carrément de l'intimidation, ça. C'est quel genre de phrase, par exemple, qu'on t'a dit? Ben, il faut que... Bon, t'es un pêcheur. T'es un pêcheur. Non, je suis pas un pêcheur. Oui, t'es un pêcheur. Non, je suis pas un pêcheur. Oui, fait le compte, tu dis, ben oui, je suis un pêcheur. Bon, ça y est, je suis un chrétien, tu sais. Et puis souvent, ces groupes-là de fanatiques qui ont été les pires sur ma route. Et je dis ça comme ça, là, ben, sans vouloir dénigrer aucune croyance. Hein. Mais en fait, pour moi, ça prenait... Ben écoute, c'est une question de leur vision. Tu sais, mais selon eux, pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas? Non, pas? parce que non, on est né pécheur selon certaines religions. Alors, tu dois te convertir pour te nettoyer ou te baptiser ou je sais pas quoi, tu sais. Tu dois te confesser, tu dois... Toute l'histoire des rituels, ça vient de loin dans l'histoire. Ça, c'est pas seulement la chrétienté, ça vient... Mais il n'y a jamais eu de menace physique? Non, là-dessus. C'était une menace morale? Oui, ça c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un traumatisme qui était difficile à guérir par après, oui. Mais écoute, ça fait partie de l'histoire et puis donc tu la développes, ta tolérance, et puis tu te guéris. Par exemple, les excisions pour les dames, justement en Égypte, où je rentre dans une famille, et puis ça a été atroce pour moi de guérir de ça. Tu sais, l'homme qui me dit, écoute, vous circoncisez les gars, ben, dans notre pays plus ou moins, là. Mais les petites filles, non, jamais. Et puis, ben, vous le faites vous? Oui. Et puis, non, c'est comme ça ici. Non, s'il te plaît, fais pas ça. C'est la joie, c'est la vie humaine. Alors, pour moi, de vivre là-dedans, c'était atroce de revenir. J'écrivais là-dessus. J'écrivais, non, on touche pas aux filles, on touche pas à ça. C'est précieux.
Il y a deux choses qui sont le plus importantes dans le cœur que moi, je trouve. Bon, écoute, c'est la partie sexuelle, qui est une partie très intime. On ne touche pas à ça pour les autres. Et la partie spirituelle, ce qu'on a en termes de croyance, ça, c'est précieux, c'est sacré, on ne touche pas à ça. C'est à nous, ça. C'est un petit coffre-fort qui est à nous. Hein. Et tu as réussi des fois à changer, à aider des personnes à changer? Ben probablement que les faire eux, ils l'ont On le sait fait, pas. eux l'ont fait par eux-mêmes. Ben oui, je pense que ça y a eu un impact en quelque part. Mais Et ça, tu on ne penses sait à pas, on l'effet- ne peut pas l'évaluer. Mais moi, j'ai déjà eu des mails de personnes, je me rappelle plus c'était en quelle année, ben, elle était en Argentine ou en Uruguay, je pense. Et il y avait eu des attentats. Et il y a des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit qu'après l'avoir rencontré et avoir assisté, il avait fait des petites conférences ou je sais pas quoi, et que ça leur avait redonné l'espoir dans la vie. Ça, je veux bien le croire, ouais. Souvent. Ou des gens qui... Ah, c'est incroyable le nombre de mails. J'ai gardé tous les mails et toute notre correspondance. J'ai des dossiers. Alors justement, parce que c'est presque un... Enfin, c'en est un, c'est un projet héroïque. Est-ce qu'il y a des personnes finalement qui vont être fascinées par toi, mais qui vont avoir du mal qui vont se dire, lui il peut, mais moi je peux pas en fait. Lui il est extraordinaire, mais moi je ne le suis pas. On en reçoit des courriels comme ça, quelque chose de tellement joli. Mais écoute, c'est pas... je pense qu'on marche... ma marche, c'est symbolique. C'est une symbolique qu'on marche tous dans la vie. On essaie de choisir le meilleur chemin pour notre famille, notre travail, pour nos propres croyances. Mais chacun, on est tous des héros. C'est pas une question de faire un tour du monde à pied physiquement. Je suis en train d'écrire un autre livre, un roman. Mais en fait, lui, il explore le monde entier. Mais on ne sait pas si vraiment il l'a fait physiquement à la fin. Donc, c'est sûr, c'est tout un univers qu'on a dans le cœur, nous. Et puis, c'est pas parce que je suis un simple cordonnier que j'ai pas de connaissances. Les bergers, ils ont une connaissance énorme. Ils sont seuls avec leurs moutons. Et puis, il y a des choses à apprendre de ces gens-là. C'est fantastique. Et puis, alors justement, comment toutes les personnes qui nous écoutent là maintenant peuvent arriver à trouver le héros qui est en elles? Ah, c'est Il toujours... faut savoir qu'il est là, le héros. Il faut déjà savoir qu'il est là. C'est ça. Un coup qu'on sait que le héros est là, il s'agit de le contacter. De le contacter. On n'est pas toujours prêt, hein? Tu sais, je t'ai parlé de ma crise existentielle, donc dépression de vie. Hein? On n'est pas toujours prêt à faire des actes héroïques. Mais en fait... Quand je dis héroïque, c'est dans le sens de contacter la magie quoi, qui est en nous, le potentiel. À un moment donné, on sent une force. On sent une force, c'est la force. Et puis, on est prêt pour y aller. Il y a un temps pour ça. Puis ça arrive à temps. Il faut y aller. Il faut se dire, ben écoute, j'ai des choses à apprendre qui sont présentement en cours, qui vont m'arriver à une folie X. Que ce soit une petite folie, une grande folie, c'est pas important. C'est l'envergure, c'est personnel, ça, en tant qu'envergure. Et puis ça arrive, et puis moi je me disais, tu sais, j'avais le goût de faire une folie, et puis cette folie-là est arrivée. Ah, ça y est, elle est assez folle pour moi, j'y vais. C'est la mienne et j'y vais, c'est tout. Donc il faut être prêt à attendre des fois jusqu'à ce qu'on va trouver. À partir de là, je pense qu'on est près de notre cœur. On est prêt, on est dans une espèce d'équilibre, et il y a des forces qui se ramassent autour, justement, pour t'aider à l'accomplissement. Ok. Alors, tu fais aussi des conférences, toujours aujourd'hui, pour partager un peu ton histoire. C'est un plaisir. C'est un plaisir fou. Quand je suis arrivé, oui, je faisais des conférences, mais ça a pris 1 an et demi, le fameux choc, hein, nous, là, pour passer à travers tout ça. Et puis, mais à un moment donné, je me suis levé un bon matin, puis je faisais mes exercices en face de la porte, patio, dans ma chambre. On appelle ça une porte patio, nous. Alors, puis je voyais le soleil, puis il n'y a pas à dire, le soleil il se levait tout le temps là, comme ça. Mais il est beau, le soleil. Et puis je me dis, ça y est, je suis fatigué d'être malheureux. Maintenant, je suis heureux. Mais à partir de là, mes conférences, c'est fini. Mes conférences, c'est passionnant. Je tiens les gens 3 heures de temps. On est zen. C'est comme
Je partage sur ma marche, je partage. Il y a des larmes, on pleure ensemble. Puis moi, je le vis aussi à travers. Et puis, on rit, on a du plaisir, il y a des faits cocasses. Et puis, c'est fou, parce que maintenant, au niveau de l'économie, c'est difficile. Les corporations qui me contactent, Jean, on a besoin de toi. Mais moi, je ne suis pas un coach. J'ai fini, j'ai tout perdu. L'histoire du management. Non, on en a marre. C'est pas ça qui donne des jobs. On veut un cœur. Ça donne des jobs. C'est ça qui nous permet de passer à travers. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises qui, quelque part, veulent t'utiliser maintenant que tu as fini pour t'associer avec leur image et justement des entreprises qui, des fois, ont des valeurs qui ne te parlent pas? Écoute, on est rendu dans un monde, c'est sérieux, il faut faire attention. L'environnement, c'est un fait. Hein? On sait que les ressources, on n'en a presque plus. L'économie, on frappe un mur maintenant. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Alors, tous ensemble, on a un désir. On a un désir j'appelle ça l'esprit du temps. On a un esprit du temps en dessous de nous. Il y a un désir pour... alors, pour moi, c'est une mission de m'intégrer à eux, mais toujours avec quelque chose de positif. J'ai eu une demande pour faire une publicité pour une grande compagnie. Une grande compagnie, mais j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait de l'abus d'enfants en Afrique dans cette compagnie-là. Une grande compagnie multinationale. J'ai refusé. Super. Alors, je regarde ça. Et puis quand les gens disent oui, nous... Pourtant, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Ben oui, c'est intéressant. Donc, mais non, je regarde comment ils sont intéressés, le profil. Et puis, si dans leur message, il faut qu'il y ait quelque chose de bien dans leur message. Un message qui, encore là, élève la conscience. Donc, c'est ce qui est bien. Et puis, ça me fait plaisir. C'est marrant parce que ça reboucle avec ce que finalement tu l'avais aidé à voir plus grand et aujourd'hui, c'est presque toi qui prends le relais dans qui prend la continuité de cette idée d'aider les autres à voir plus grand et entre autres les entreprises. J'ai l'impression que c'est fou, hein? Puisque c'est ce que je me disais dans le temps de ma marche. Ma mission va commencer après ma marche. Pour la paix, pour les enfants, pour l'humanité, pour l'environnement. En fait, ta marche, c'était une préparation, à ta mission de vie. À quelque chose de différent maintenant. Un peu long, mettons. Et du coup, est-ce que vous faites des fois des conférences tous les deux ou est-ce que tu viens t'exprimer? Est-ce que tu aimerais le faire? Non. Pourtant, il y a une demande hein, pour Luce. Oui, je pense. Même ne serait-ce que des conférences pour les femmes. Même un livre. Oui. Même un livre. Son côté, son point de vue, Luce. Et une marque de courage, d'amour, ça t'intéresse pas? J'ai pas vraiment le goût de... Non, là, j'ai le goût de m'intérioriser. Donc c'est à toi de marcher. Non. Ouais, non, un jour, tu sais que dans une semaine, elle va te dire je pars. 10 ans. Ça me surprendrait. Non, pas vraiment. Non, mais elle me le dit, je pars. Elle me le dit carrément, je pars 10 ans, mais dans un voyage intérieur, dans la maison. Et c'est une fille qui lit énormément. J'ai assez voyagé, j'ai plus le goût de... Je pense que c'est rentré là. Oui, je veux m'intérioriser, je fais de la méditation. Ça marche bien pour ça. C'est ça. Je pense que c'est un beau voyage qu'elle fait aussi en même temps. Parce qu'elle est bien dans sa peau. Luce, c'est quelque chose, c'est une fille qui vient dans son équilibre. Je l'admire énormément à chaque jour. C'est beau. Effectivement, c'est beau parce que vous avez exacerbé vos forces l'un et l'autre dans votre vie. C'est pas toujours évident, mais c'est ça vivre. Alors du coup, j'ai 2 dernières questions. Déjà, première chose, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens avec tout ça et tous les deux, vous allez pouvoir vous exprimer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens et vous pouvez vous adresser directement à une des caméras si vous voulez. Et imagine que tu parles qu'à une seule personne derrière la caméra. Et il faut d'abord pas commencer par se dire quelle est ma mission dans la vie. C'est trop vaste et c'est trop difficile à atteindre du coup. Il faut plutôt se dire comment puis-je être mieux. Et se dire aussi, le matin en se réveillant, aujourd'hui j'ai décidé d'être heureuse. Wow. Et là, tout vient tout seul. J'aime beaucoup ça.
C'est simple et c'est puissant. Merci. C'est un beau message. Et pour toi? La poussière de rêve. La poussière de rêve, c'est quelque chose qu'il faut garder dans notre cœur. Une petite semence, une petite fleur, toujours. C'est précieux. C'est la vie et puis de choisir la vie. S'il y aurait un jour un acte ultime, fatal, qui vous viendrait en tête, je pense que l'idée, ce serait peut-être de prendre une marche, partir prendre une marche. Mais en dehors de ça, non, vraiment, c'est jamais garder, il faut toujours garder à l'idée, justement, d'alimenter la petite graine de rêve dans notre cœur, puis la laisser pousser et en prendre soin. Super. Merci beaucoup, tous les deux. Donc ma dernière question, c'est parce qu'on a une fondation en France à but non lucratif qu'on a créée et qui d'ailleurs donne du sens à tout ce que je fais en parallèle de mon entreprise et qui a pour but d'aider les jeunes souvent entre 15 et 25 ans à croire en eux justement, à mettre un peu de cette poussière de rêve là sur cette fleur qui est en eux. Quel message vous aimeriez donner à ces jeunes de 15 et 25 ans? La vidéo, on va la séparer de l'interview, d'accord? Donc ils ne vont pas forcément voir le reste, c'est vraiment une vidéo à part entière. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes, vous, donc pour resituer, puisqu'ils n'auront pas forcément vu le reste, toi qui as fait donc une marche de 11 ans, un tour du monde de 11 ans à pied, avec des milliers de kilomètres, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui sentent qu'en eux, là, il y a quelque chose, mais ils n'osent pas? Ils n'osent pas parce que leurs parents leur disent « ça ne marchera pas, c'est pas possible », parce que la société leur dit que c'est la crise, que c'est trop dur, parce que leurs amis, des fois, leur disent « mais pour qui tu te prends tu vas quand même pas le soutenir ». Et qu'est-ce que vous aimeriez tous les deux dire aux jeunes de 15 et 25 ans? C'est quelque chose qui me touche énormément d'aider et de contribuer au développement des jeunes dans toute la planète. Et voilà, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vis ta vie au jour le jour. Sois heureux le matin quand tu te lèves. Sois heureux toute la journée. Demain est un autre jour. Tu seras heureux aussi. Super. Merci. Tu sais que c'est vrai qu'on vit des périodes difficiles présentement, mais je me rappelle, j'étais dans le désert en Australie pendant 3 mois de temps à marcher à contre-vent. Et j'aurais le goût de pleurer de temps en temps. Et puis, et de crier, mais le vent l'aurait apporté. Et quand on est dans la difficulté, c'est là qu'est le plus beau défi au monde. C'est là qu'il y a des choses absolument fantastiques à réaliser. Et on a tellement de besoin, justement, du rêve des jeunes pour changer ce monde-là. Et parce qu'on a besoin d'un nouveau monde, absolument, c'est ainsi. Et puis, donc, c'est là qu'il faut travailler ensemble en tant qu'humanité, justement, pour avoir un meilleur monde. Et donc, changer cette merde-là dans laquelle on est enlisé pour, avec de la merde, plus qu'on la brasse, plus qu'on fait du compost. Et du compost, ben c'est à partir de là que germent les fleurs. Hein? C'est comme ça. Alors, d'être patient et puis de travailler pour justement changer cette merde-là en or.